Jeudi 31 octobre 2019, c'est le dernier jour du mois d'octobre, mesdames et messieurs. Bienvenue, c'est Matin Bonheur, l'émission, l'intégrale sur RTI1 en direct tous les jours, vous le savez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Au sommaire de ce rendez-vous, bien sûr, aujourd'hui, santé comme tous les jeudis, parce que nous allons discuter avec le professeur Oro des cancers gynécologiques, cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Mais cela n'enlève rien à toute l'étendue et toute l'épaisseur de ce conducteur qui sera le nôtre. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois. C'est la Woman Power, Girl Power avec Christelle Akoussa qui est aux manettes de cette émission au niveau de la réalisation. Et puis ici aussi, on a Maman Bobby qui nous filme ici, qui fait partie donc des opératrices de prise de vue les plus en vue de cette émission. Alors, on aura aussi des rubriques qui vont nous amener tranquillement vers 7h30, c'est-à-dire à la fin de cette émission. Alors, il ne reste plus que 61 jours avant la fin de l'année 2019. Il faut tenir 61 jours, c'est pratiquement terminé. Voici l'image du jour, mesdames et messieurs. Regardez, regardez, regardez cette image-là. Il faut toujours garder son âme d'enfant. Cet enfant qui est en train de jouer, dans sa tête, c'est son cheval, hein, c'est son cheval. Et il y a une destination, forcément, hein, il croit en ça, il croit en ses rêves, ce petit, quel que soit son environnement, quel que soit là où il a grandi, il croit en ses rêves. Et il se dit qu'un jour, à la place du port, il aura un cheval qui va lui permettre d'aller et de dépasser les frontières. C'est cela. Merci encore une fois d'être avec nous, très chers téléspectateurs de RTI1. Aujourd'hui, nous célébrons des anniversaires de personnalités comme nous faisons tous les jours. Nous allons commencer par un des footballeurs les plus talentueux, les plus doués de sa génération. C'est normal, il s'appelle Marco. Bon, je plaisante. Marco van Basten, oui, Marco van Basten, grand joueur de football hollandais qui fait partie de l'épopée de ceux qui ont remporté la Coupe d'Europe avec les Ruud Gullit, Marco van Basten qui célèbre donc aujourd'hui un an de plus. Il est né le 31 octobre 1964. Et puis on a une pensée également pour celui qui nous a quittés, qui nous a précédés dans le ventre de la nuit, Ali Farka Touré, icône du jazz, du blues à l'africaine, parce que bon, ça vient même de notre continent. Ali Farka Touré, c'est un ambassadeur de notre culture africaine et nous ne cesserons jamais de lui rendre hommage. Il est là dans mon dos, le registre national, il va présenter le flash dans quelques instants. Matin Bonheur, merci d'être en notre compagnie. Je vous tends la main, cher Régis. Bienvenue à vous, Merci très cher. beaucoup, Marco. Comment ça va? Ça va très bien. Bien réveillé? Ah oui, bien réveillé. Mais pourquoi le A? Ne dites pas le truc, Ben bien réveillé. enfin, se réveiller tout le temps à 3 h du matin, c'est pas facile donc. C'est un sacerdoce. Justement. Matin Bonheur, l'émission. Mesdames et messieurs, c'est parti maintenant avec la première salve du JT avec Monsieur Régis Kofi. C'est parti. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. On démarre avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel au Plateau. Plusieurs sujets abordés, entre autres. Le renforcement de la protection des forêts classées, l'approvisionnement en eau potable de la région du Guillot, la fermeture du CHU de Yopougon et la mise en œuvre du programme social du gouvernement. A noter que la commune de Yopougon a été choisie par le gouvernement pour abriter la célébration de la journée nationale de la paix qui aura lieu le 15 novembre 2019. La première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la 25e édition du Salon du chocolat en France, était au gala inaugural du salon. Occasion pour Dominique Ouattara de rappeler les actions de la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Ce salon se déroule du 30 octobre au 3 novembre prochain. Le gouvernement ivoirien et le Fonds saoudien de développement ont paraphé hier à Abidjan 2 conventions de prêt d'environ 22 milliards de francs CFA.
Ces fonds serviront à construire le CHU d'Abobo et à lancer des chantiers de développement en direction des zones rurales. On fait le point avec Lancine Bakayoko. Cet échange de documents matérialise la signature de deux accords de financement en faveur de la Côte d'Ivoire. Allocation globale, 22 milliards de francs CFA. D'un montant de 13 milliards, le premier prêt est destiné au projet de construction et d'équipement d'un centre hospitalier universitaire dans la commune d'Abobo. Ce CHI sera le plus grand du pays en nombre de lits, 600 lits, et disposera en plus des spécialités habituelles de ce niveau de soins, d'un plateau technique dédié à la néphrologie de pointe, allant jusqu'à la transplantation rénale. Il est également prévu au sein de cet établissement de niveau tertiaire une unité spécialisée en matière de prise en charge des enfants prématurés. Avec le décaissement de ce fonds supplémentaire, le gap à rechercher s'élève désormais à 10 milliards de francs CFA sur les 55 que coûtera le CHU d'Abobo. La seconde affectation saoudienne est de 9 milliards. Cet argent sera orienté vers la mise en œuvre d'un programme pilote de développement rural. Nous espérons au jour où nous prendrons part avec vous à la cérémonie d'achèvement et d'inauguration de ces importants projets dont l'objectif est la participation au développement socio-économique en Côte d'Ivoire. Ces appuis financiers du Royaume d'Arabie Saoudite viennent à point nommé, surtout que leurs projets ciblés intègrent parfaitement les efforts de la Côte d'Ivoire via le programme social du gouvernement. Le programme pilote de développement des zones rurales s'appuie sur les cadres de programmation des investissements envisagés par les ministères en charge de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et de l'électrification rurale sur la période 2017-2020. Pour rappel, l'ensemble de la réserve foncière pour l'édification du CHU d'Abobo est de 18 hectares. Le tout premier coup de pioche devrait intervenir courant décembre 2019. Le ministre en charge des PME était en début de semaine à Grand-Bassam. Après ses civilités à la chefferie traditionnelle, il était aux côtés des petites et moyennes entreprises de la ville sinistrée par les récentes pluies diluviennes et inondations. Félix Anoblé leur a apporté sa compassion et celle du gouvernement. Il a par ailleurs tenu à rassurer les opérateurs économiques sinistrés de la mise en œuvre d'actions d'envergure à moyen et long terme pour éviter à l'avenir une telle catastrophe. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine. Justement, dans l'actualité africaine, à 6h30, on va certainement parler, Régis, de ce deuil qui frappe le peuple camerounais. Et nous aimerions vraiment ce matin avoir une pensée pour tous les habitants de Bafoussam en particulier et tous ceux du Cameroun en général, parce qu'il y a eu 42 morts dans un glissement de terrain du côté de Bafoussam. Oui, nos pensées courent. On en a parlé hier. Vous allez revenir là-dessus certainement dans le volet africain. Certainement, on va revenir là-dessus. Merci infiniment, Régis. Et puis, on salue tous ceux qui nous regardent de ce vaillant pays d'Afrique. Merci, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie. C'est Matin Bonheur qui se poursuit ainsi. Après, maintenant, l'information. On va aller à l'information du corps, c'est-à-dire le bien-être, être bien dans sa peau. Ça passe par ça, le fitness. On y va. C'est une course d'endurance. Aujourd'hui, le temps minimum sera de 8 minutes. Tu peux partir jusqu'à maximum 12 minutes. Allez, on marche. Bravo pour cette séance. On passe au deuxième exercice. Pour ce deuxième exercice, place au squat. On y va. Première série de 10.
pousser en arrière. Imaginez que vous essayez de vous asseoir sur une chaise qui est un peu plus loin. Le dos doit rester toujours bien droit à ce niveau-là. À demain, coach. Et puis, on espère que vous avez pu vous faire de la place chez vous à la maison afin de pouvoir profiter des précieux conseils de notre coach matinal. Matin Bonheur se poursuit dans un instant. Nous allons recevoir M. Eklou Ferdinand, c'est cela, qui nous vient de la Sodexam, avec qui nous allons parler un peu de ce qui rythme la petite saison des pluies qui accourt en ce moment, parce que nous sommes dans la petite saison des pluies. Il nous parlera un peu de ce qui provoque, ce qui atténue, ce qui peut faire en sorte qu'il y ait de la pluie et vraiment des conseils d'usage pour que nous soyons parés à toute éventualité. C'est le lieu aussi pour nous de demander à ces personnes-là qui vivent à des endroits vraiment situés dangereusement, comme cet endroit à Ingré, à la descente du pont dit Pont Soro, de faire très attention parce que franchement, il y a des endroits où franchement, il ne faut pas être quand il pleut. Merci d'être avec nous. À 6h08, avec 2 minutes d'avance, nous allons aller à la revue de presse. Renaud est là. Bonjour Renaud, bonjour Marco. On démarre avec le quotidien d'Abidjan. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui Marco, le journal bleu qui nous apprend qu'après son intrusion dans la procédure judiciaire à La Haye, le régime d'Abidjan est aux abois. Et le canard proche du FPI nous explique par la suite en caricaturant comment la défense de Gbagbo a mis la dictature émergente en déroute. Allez, on s'intéresse à l'intelligent d'Abidjan. Oui Marco, l'intelligent d'Abidjan qui nous livre à la une de son édition de ce jour. Pourquoi aucune université ivoirienne n'est parmi les 200 meilleures d'Afrique en 2019? La réponse à cette situation à retrouver dans ce quotidien. Un religieux envoie un message au président Alassane Ouattara. Face à l'ambiance lourde qui prévaut en ce moment au sein de la classe politique ivoirienne, un imam se lâche et prévient dans l'Inter de ce jour que les politiciens soignent plutôt leur langage. L'homme de Dieu ajoute, nous osons croire qu'aucun candidat ne sera exclu en 2020. On reste avec l'Inter qui relaie des propos de M. Assoa Adou. Oui Marco, le secrétaire général du Front populaire ivoirien qui qualifie l'opposition de l'État de Côte d'Ivoire à la libération totale de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en ces termes, je cite, « C'est une cabale politique pour écarter un adversaire gênant ». Fin de citation. Plus de détails dans le quotidien qui va au-delà de l'info. Et puis Soir Info, mesdames et messieurs, nous relate un fait qui pourrait s'apparenter à un film d'horreur. Tout à fait Marco, jugez-en vous-même. Mystère et panique autour d'un repas. Les pâtes de la viande de brousse se multiplient à table. L'attiqué prend la couleur du sang ou encore les convives fuient la nourriture. Une histoire rocambolesque qui ressemble à un scénario tout droit sorti de Baby Woods à retrouver dans Soir Info de ce jour.
On reste avec Soir Info qui tire en manchette cette fois. Vous n'avez pas complété, mais vous allez le dire. Procès de l'ex-leader de la jeunesse patriotique hier à Abidjan. Bédié pose un acte fort pour Blé Goudé. Ses partisans envahissent le palais de justice. Plus de détails dans Soir Info de ce jour. Et puis, affaire profanation de la tombe d'Arafat DJ, Diane Blé libérée. Diane Blé, on s'en souvient, c'est cette étudiante de 24 ans qui figurait parmi les 15 personnes recherchées par la police après la profanation de la tombe de l'ex-star du coupé décalé le 31 août dernier. Eh bien, condamnée à 1 an de prison, elle n'aura finalement passé qu'un mois à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, nous rapporte abidjan.net. Alors, on va terminer par cette affaire cocasse qui va faire sourire plus d'un. Alors, on referme la revue de presse, tenez-vous bien, par cette information, dans un pays où il est interdit, oui, interdit d'oublier l'anniversaire de son épouse. Eh bien, vous l'avez dit, Marco, ce pays, c'est les Samoa, un petit État indépendant qui se situe en Océanie, qui est connu pour ses lois inhabituelles. Eh bien, l'une d'entre elles stipule qu'un mari n'a pas le droit d'oublier l'anniversaire de son épouse. Et si cela arrive, eh bien, le juge obligera le contrevenant à payer une amende à son épouse. Mais l'histoire ne nous dit pas, Marco, si on oblige la dame à payer une amende aussi à son épouse, si c'est elle qui oublie l'anniversaire. Ah, ça c'est une affaire. Et puis avant qu'on ne se quitte, Marco, petit bonus avec le journal satirique Biche qui nous apprend dans son édition de cette semaine que désormais, maintenant, entre la dot et le mariage civil, il y a match. Il y a match. Le mot est lancé. Le mot est lancé. Et puis, en tout cas, c'est l'anniversaire. J'imagine les commentaires après. On profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à toutes les dames dont c'est le jour de naissance aujourd'hui. Oui, pour ne pas tomber sous le coup de cette loi-là, même si ce n'est pas ici en Côte d'Ivoire qu'elle prévaut. Toutes les dames en général et toutes les épouses. Hein. Même s'il ne l'a pas fait, nous on fait ça pour lui. Donc ne lui en tenez pas rigueur. Merci beaucoup Renaud. Merci Marco. Demain aux alentours de 6h10 pour la revue de presse. C'est cela. Au revoir Renaud. Au revoir Marco. Non, aujourd'hui c'est au revoir Marco. Non, on n'oublie pas. Oui, on n'oublie pas. Allez, merci bien. À demain à tous les téléspectateurs. Allez, on y va, mesdames et messieurs. Il est 6h passé de 12 minutes. On va aller directement avec notre invité, monsieur Clou Fernand. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ferdinand ou Fernand? Ferdinand. Ferdinand, vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes de la famille de Lève-Tôt maintenant. Vous êtes habitué. Hein? Oui. Oui, ça fait du bien. Oui, bien sûr. C'est bon pour la santé, il paraît, de se réveiller tôt. Oui. Alors, comment va notre météo avec cette petite saison de pluie? Dites-nous tout. Oui. La météo se comporte normalement pour cette petite saison des pluies. Ce qu'on peut dire, la petite saison des pluies bat son plein et on aura ce temps jusqu'à la mi-novembre. C'est ce qui se dessine avec un balancement qui peut aller d'1 an à 2 semaines. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui atténue ou qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y ait plus de pluie? Comment ça se passe? Le vent, les alizés, la mousson? Tout commence par le soleil. Donc, le soleil, en réchauffant la Terre, va créer ce qu'on appelle des différences de potentiel. Il faut voir tout simplement des différences de température entre la Terre et la mer. Vous allez vous rendre compte que cette présence de soleil va faire qu'on aura un réchauffement au niveau de la Terre qui est plus élevé que celui de l'océan. Donc, cette différence-là va provoquer des mouvements de vent vers le continent. Donc, c'est ce qui va provoquer au niveau du continent la formation des nuages et à travers cette formation des nuages, des précipitations. C'est le schéma classique que nous avons dans presque toutes les régions du monde. Il faut qu'il y ait un énorme réchauffement au niveau de la Terre et ce réchauffement va permettre à la vapeur d'eau qui est dans notre atmosphère de se condenser. Et cette vapeur d'eau, en se condensant, va former ce qu'on appelle le nuage. Et de ce nuage, des gouttelettes d'eau présentes, quand elles vont atteindre une certaine dimension, elles ne pourront plus être suspendues dans le nuage et vont précipiter. C'est là qu'on parle de cumulonimbus. Oui. Donc, les gros nuages qui nous donnent les orages sont ceux qu'on appelle les cumulonimbus. Ce sont de gros orages. Donc, au cours de leur passage, ils vont provoquer des nuages très bas? Non, ce pas sont très des bas, nuages... ou très haut? Non, il y a deux niveaux, oui. Il y a un niveau, la hauteur, la base du nuage va se retrouver aux environs de 900 mètres à peu près. Et vous allez avoir la hauteur, le sommet du nuage qui va se retrouver pratiquement dans nos régions
entre 15 et 18 km. Ça va varier lorsqu'on ira vers les pôles. Au niveau des pôles, vous allez avoir des nuages qui sont beaucoup plus bas, qui vont avoir des mêmes cumulonimbus vont avoir des extensions d'à peu près 8 km. Voilà, ça dit, de la base au sommet de ce nuage, vous avez dans nos régions environ 15 km. C'est-à-dire 900 mètres oui. du sol. Maintenant, 900 mètres plus 15 mètres pour atteindre... Non, 15 km. Pardon, 15 km, oui. Oui. 15 km pour atteindre le sommet de l'atmosphère. Donc, ce sont de gros nuages. Une fois qu'ils sont présents dans notre atmosphère, ils vont générer de grosses précipitations et des turbulences tout autour du nuage. Donc, notre saison des pluies sera caractérisée par les mouvements de ces nuages-là. Le vent aussi joue un rôle très important. Oui. Au départ, je parlais de la différence entre le chauffage au niveau du sol et celui de la mer, c'est-à-dire de l'océan. Donc, cette différence-là va provoquer des vents qui vont remonter sur le continent. Dans nos régions, on est caractérisé par des vents, des alizés, bon, bien des vents du nord et des vents qui vont nous venir du sud. Donc, ces vents-là, leur niveau de rencontre va définir de façon virtuelle ce qu'on appelle le front intertropical. Donc, vous avez la rencontre entre les vents de mousson et les vents d'harmattan qui vont déterminer de façon imaginaire cette ligne-là qu'on va appeler front intertropical. Le FIT. Oui, le FIT. Le fameux FIT. Oui. Donc, c'est ce FIT-là qui va déterminer les saisons sur le continent africain, c'est-à-dire l'ouest de l'Afrique. Dans ces différents mouvements, vous allez avoir que cette mousson va se déplacer en fonction de la période, c'est-à-dire la période dans laquelle nous serons dans l'année. Donc, cette mousson va se déplacer beaucoup plus à l'intérieur de terre et à certains moments va se retirer pour revenir vers le littoral. En ce moment, on va recevoir sur la Côte d'Ivoire les vents d'harmattan. C'est ce qui arrivera dans à peu près un mois. Vous allez constater qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on reçoit des vents continentaux, qu'on va dire vents secs d'harmattan, qui reviendront vers nous. L'harmattan a changé de date maintenant. Non. Mais si, ça vient des fois plus tôt, ça vient plus tard. Ce n'est plus comme à l'époque, il y avait une date précise. On savait qu'à la fin de l'année et à l'approche, il y a l'harmattan qui vient. Maintenant, après, ça ne vient pas. Ça vient après en février. Voilà, il y a beaucoup de changements, monsieur Eklou. Tout dépend de notre position géographique. Par rapport au FIT? Oui, par rapport au FIT. Donc, ceux qui sont au niveau du littoral ne vont pas connaître un harmattan comme ceux qui sont dans le nord du pays. Ce sera comment? Plus fort ou plus faible? Non, ça sera atténué. Atténué par quoi? Par les vents de mousson, c'est-à-dire les vents océaniques. Donc, ces vents océaniques vont affronter les vents qui nous viennent des régions désertiques. Ce qui fait qu'au niveau de la région d'Abidjan ou du littoral ivoirien, vous n'avez pas un harmattan aussi sévère que celui que vous allez avoir au nord, c'est-à-dire dans les villes telles que Korogo et autres. Comme on me dit, est-ce que c'est par rapport à la vitesse des vents qui peut-être a eu tendance à diminuer ces dernières années? Non, ce n'est pas lié au vent, puisque ce sont des vents saisonniers. En fonction de la position du soleil, les saisons vont migrer avec la position du soleil. C'est vrai que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, mais les saisons, quand on aura l'impression que le soleil va dans l'hémisphère sud, les saisons vont bouger avec un retard d'environ 2 mois aussi dans l'hémisphère sud. Donc, quand le soleil repart dans l'hémisphère nord, on aura encore un déplacement des saisons vers beaucoup plus à l'intérieur des terres. Donc, ce qui va caractériser ce balancement de cette ligne imaginaire qu'on appelle front intertropical et qui détermine les types de saisons que nous avons sur la Côte d'Ivoire. La ligne imaginaire, c'est vrai ce que vous dites, vous avez raison. La ligne imaginaire, on ne peut pas dire d'avance, par avance, comment elle va se comporter. C'est par rapport à tous ces éléments que vous venez de citer. Voilà. Donc, comme l'illustre cette image, vous voyez, lorsque le soleil est présent, le continent se réchauffe beaucoup plus vite que l'océan, ce qui va provoquer des courants d'air de l'océan, des vents humides de l'océan vers le continent. Et ça va nous donner ce qu'on appelle des formations nuageuses. Donc ça, c'est un cycle qui va se passer sur presque toute l'étendue du globe. En ce moment, on va caractériser cette région de zones
de convergence intertropicale. Zone de convergence, pourquoi? Parce que c'est là que vont se rencontrer... C'est la zone de croisement. Voilà, les croisements entre les masses d'air qui vont nous venir du nord et les masses d'air qui viendront du sud. Ça fait penser à Bouis-Balo, ça? Oui, il y a cette loi-là aussi qui pourrait s'appliquer par moment. C'est une circulation qui est assez complexe et il y a beaucoup de dérivés. Voilà. On parlerait de convection en ce moment-là, c'est-à-dire la vapeur d'eau qui se condense, qui forme le nuage. Là, on va nous dire qu'il s'agit ici d'une convection. On peut rappeler la théorie de Bouis-Balo? Oui. Le vent, lorsque vous êtes dans l'hémisphère nord, un peu comme un observateur, lorsqu'il se place là, c'est-à-dire il va laisser ce qu'on va appeler les hautes pressions du côté gauche et les basses pressions du côté droit. C'est-à-dire vous avez une circulation qu'on va regarder qui ressemblerait un peu à la circulation des aiguilles d'une montre. Dans un anticyclone, vous avez le vent qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et vous avez des hautes pressions de ce côté droit et des basses pressions de l'autre côté. Donc, c'est l'inverse au niveau de l'hémisphère sud. C'est-à-dire, en fonction de l'hémisphère où vous êtes, vous allez voir que les vents vont circuler différemment. C'est ce qui fait que lorsque vous avez l'été dans l'hémisphère nord, vous avez l'hiver dans l'hémisphère sud. Et que les jours sont plus longs que les nuits dans l'hémisphère. Voilà. Donc cela s'explique par la position du soleil autour de la Terre. Donc ce sont ces différents phénomènes qui vont nous déterminer les saisons. Donc ces formations nuageuses vont nous donner des pluies et la mousson va être l'un des éléments caractéristiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest concernant, je dirais, les productions agricoles et autres, parce que tout le monde attend la pluie avant de jeter les graines ou les semences. Monsieur Eklou, la situation de l'Afrique de l'Ouest, c'est un bijou météorologique du fait de la proximité de l'océan. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres continents qui sont concernés. Il n'y a pas que l'Afrique, mais nous parlons beaucoup plus... Non, vous parlez précisément de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est l'océan, voilà, par rapport à... Oui. Puisque l'Afrique demeure un peu un réservoir au niveau de la vapeur d'eau. Parce que nous avons de grandes régions... Par rapport au pays de l'Interland, par exemple. Oui. Quand vous allez, comme vous pouvez le constater, ces saisons vont varier d'une année à l'autre. Des fois, vous allez voir que cette mousson va apporter beaucoup plus d'humidité à l'intérieur des terres. La présence de cette humidité va favoriser ce qu'on appelle la convection, c'est-à-dire la formation de nuages. Donc, la vapeur d'eau qui se condense pour nous donner le nuage, la gouttelette d'eau, qui va ensuite chuter pour arroser la terre. En ce moment-là, les productions agricoles pourront être plus abondantes. Il arrivera des moments, c'est-à-dire il y a des situations météorologiques où cet apport d'humidité n'est pas en grande quantité. Une fois que cet apport n'est plus en grande quantité, vous allez avoir de faibles précipitations sur le continent. Ça arrive, c'est saisonnier, mais ce sont des moments que nous pouvons avoir aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, et le changement climatique dans tout ça? Comment vous l'appréhendez? Comment vous le constatez sur vos prévisions, sur vos cartes, tout ça? Le changement climatique, on le ressent à travers nos relevés météorologiques. Comment? Je vous expliquais que la Sodexam dispose de stations météorologiques. Il y en a combien maintenant, les stations synoptiques? Nous avons 14 stations synoptiques. On a toujours 14, ça peut augmenter un peu? Oui, mais il y a encore des démarches entreprises pour que depuis combien d'années vous nous dites ça, que les démarches sont entreprises? Oui. Depuis que je fais la météo, depuis 2000, ça fait 19 ans maintenant. On a toujours les mêmes 14 stations synoptiques. Il y a 14 stations synoptiques, mais il y a eu une augmentation au niveau des stations pluviométriques. C'est-à-dire nous avons installé des stations pluviométriques dans presque tous les départements au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ces stations pluviométriques nous ramènent les informations concernant les hauteurs de pluie des différentes régions. On peut avoir des prévisions fiables, par exemple, pour Adiaké pendant 5 mois, c'est possible? Oui. On a des supercalculateurs maintenant? Oui, nous disposons de supercalculateurs japonais. Les fameux supercalculateurs japonais qui peuvent donner le temps de plusieurs jours à l'avance. Oui, en fait, une fois que vous allez vers des périodes extrêmement longues, on rentre dans ce qu'on appelle les prévisions saisonnières. Voilà. C'est différent d'un bulletin quotidien que nous réalisons pour 24 heures. Le spécialiste que vous êtes, la prévision saisonnière concernant la ville de Yamoussoukro et d'Imbokro, est-ce que c'est calé? Oui,
Nous avons, en début d'année, distribué à toute la population l'évolution de la saison cette année. C'est ce qui nous a permis, en début d'année, ça a permis à la Solexam de faire des interviews pour informer le public sur le type de précipitations que nous allons avoir en cette année 2019. Donc, dès le début de l'année, la Solexam a fait des bulletins de prévisions saisonnières. Et ces prévisions saisonnières nous présentaient des hausses au niveau des précipitations. Là, il y a eu la première partie où nous avons eu les précipitations qui se sont étalées sur toute la période, c'est-à-dire notre période de grande saison des pluies. Les pluies se sont véritablement étalées. Et au niveau de notre petite saison, on a encore eu ces précipitations-là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, nous sommes concernés par un régime pluviométrique, c'est-à-dire 2 saisons. Une grande saison des pluies et une grande saison sèche, à cause de ce balancement. Donc, une fois que ces vents de mousson remontent jusqu'au nord du pays, et plus encore sur les pays sahéliens, vous allez voir que nous avons des précipitations au niveau de la Côte d'Ivoire. Et avec le retrait de ces vents de mousson, les précipitations disparaissent sur la Côte d'Ivoire. C'est le cas quand nous avons l'harmattan. Merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de discuter météo avec vous. Et puis, je vais m'empresser de prendre des informations avec vous par rapport à mon village, Diekabo. Quel temps il va faire là-bas, au niveau des prévisions, au niveau de toutes les prévisions météorologiques. Merci d'être avec nous. Merci de choisir de vous réveiller avec RTI 1, surtout avec Matin Bonheur, l'émission qui vous permet d'avoir toutes les informations. Oui, toutes les informations. On se retrouve juste après cette tranche. À suivre Matin Bonheur, la pub, la météo, le JT. Et puis on revient pour un magnifique petit déjeuner, une histoire d'un petit déjeuner très apprécié en Afrique et dans le monde. Boutique de vêtements, d'ameublement, espace de distribution, magasin de jouets, hôtel, restaurant ou maquis, agence de voyage, agence de location de véhicules, espace de détente et de loisirs, RTI Publicité, à travers son produit Vitrine, vous offre un espace pour la promotion de votre commerce. Rendez-vous dans nos différentes agences RTI Pub pour vos achats d'espace à des tarifs compétitifs. Sur RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et sur RTI Digital. Agence RTI Pub Plateau, contact 2240 1250, poste 4743 et 4745. Agence RTI Pub Cocody de Plateau Vallon, contact 2240 1250, poste 5080 et 4792. Agence RTI Pub Boaké, contact 2240 1250, poste 5228. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera nuageux avec des possibilités de pluie faibles localisées sur le littoral ainsi que dans le sud forestier. En cours de matinée, le temps sera fait d'éclaircies en partant vers les régions plus au nord du pays. Pour les températures de la matinée, on note 25 degrés, la maximale à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 24 à Bandoukou ainsi que dans la région du Béké, 25 à Daloa ainsi qu'à Dimbokro, 24 dans la région du Go ainsi que la région du Poro, 23 à Man, 23 à Odiéné, 24 à San Pedro ainsi qu'à Sassandra, 25 à Tabou et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi sera favorable à la formation de nuages. Des orages naîtront en cours de période suite à la forte instabilité qui règne sur les régions forestières et centre-nord du pays. Ces nombreux orages isolés persisteront sur certaines régions telles que l'ouest et le sud du pays. Pour les températures de l'après-midi, on note 30 degrés à Abidjan, à Diaké ainsi qu'à Bandoukou, 31 dans la région du Béké, 33 à Daloa ainsi que dans la région du Nzi, 32 degrés dans la région du Go ainsi que la région du Poro, 30 à Man, 32 à Odiéné, 29 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée du jeudi.
MTN, everywhere you go. Coup d'œil sur l'actualité africaine. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. L'Afrique subsaharienne a beaucoup progressé en 30 ans, mais il reste énormément de choses à faire pour qu'elle émerge. C'est ce qu'estime Papa Ndiaye du Fonds monétaire international, le FMI qui a présenté à Abidjan ses perspectives économiques régionales pour le continent. Il y a 5 ans, les Burkinabés descendaient dans les rues et faisaient chuter le président Blaise Compaoré. 5 ans après, la situation sécuritaire dans le pays s'est fortement dégradée. Regardez. La lionne de Zignaré se sent bien seule. Situé dans la commune natale de Blaise Compaoré, ce zoo était autrefois financé par l'ex-président burkinabé. Depuis l'exil de ce dernier, chassé par l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a mis fin à 27 ans de pouvoir, les animaux ne vivent plus que d'expédients. Depuis son départ, on n'a plus de moyens comme ça pour les gérer les animaux. On se débrouille, mais bon, ça n'arrive pas à suffire. Pour les partisans de Blaise Compaoré, ce zoo délaissé est un symbole de l'état du pays depuis son départ. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1987, Blaise Compaoré a démissionné en 2014, au lendemain de manifestations contre un projet de loi qui lui aurait permis de rester au pouvoir. Mais les souvenirs de corruption et pauvreté s'estompent peu à peu pour laisser place à la nostalgie. 27 ans de stabilité politique, développement économique, des partenaires, des investissements, l'accompagnement de la jeunesse. Pendant 27 ans, nous n'avons pas connu le terrorisme ni le djihadisme. Mais aujourd'hui, avec le changement, on pleure tous les jours nos frères qui sont des forces de défense et de sécurité. Les civils sont tués. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violence que l'armée peine à enrayer. Ces attaques ont fait plus de 600 morts et exacerbé les tensions intercommunautaires. Pour Serge Bayala, membre du Balai citoyen, l'un des mouvements qui a contribué à la chute de Compaoré, les relations qu'entretenait l'ancien chef d'État avec les groupes djihadistes font partie des causes de la montée de l'insécurité. S'il faut lui concéder le fait que sous son règne, il n'y avait pas d'attaque djihadiste, bien évidemment, il n'y en avait pas, mais cela était expliqué par la corrélation directe et le territoire burkinabé qui était devenu un pied-à-terre des groupes terroristes, notamment AQMI et Al-Qaïda qui avaient établi leur siège contre la dignité populaire burkinabé, ici même au Burkina. Si certains attendent le retour de Compaoré pour retrouver la paix, d'autres l'attendent pour le voir devant la justice. Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et vit actuellement en Côte d'Ivoire, mais ne peut être extradé en raison de sa double nationalité. Des Kenyans se tournent vers l'ONU pour obtenir réparation d'abus coloniaux. Plusieurs ont en effet perdu leurs terres. Reportage. Kibor Cheruiyot n'avait que 10 ans lorsque les colons britanniques ont violemment expulsé sa famille de leurs terres ancestrales dans la vallée du Rift, le pays du thé au Kenya. Près d'un siècle plus tard, le dernier survivant de la déportation de 1934 est revenu vivre à Kericho avec sa famille élargie. À 94 ans, la douleur est toujours aussi vive. Il se souvient très bien des terres inhospitalières où ils ont dû s'installer. La région était infestée de serpents venimeux et d'autres insectes. Quand vous vous faisiez mordre, votre corps enflait à cause du venin ou du poison. Les expropriations de terres par les colons britanniques ont débuté avec le XXe siècle et se sont poursuivies jusqu'à l'indépendance du Kenya en 1963. Aujourd'hui, Kericho possède certaines des terres agricoles les plus rentables du pays, mais les ethnies qui y vivent, les Kipsigis et Talaï, affirment ne rien en retirer. Dans le Rift, la terre appartient en grande partie à des multinationales. Les personnes qui ont été chassées de ce sol sont membres de la communauté Kipsigi. Et en fait, les actionnaires actuels au Royaume-Uni sont les seuls à tirer des bénéfices du produit de la vente qui est planté sur notre sol. Tout au long de la colonisation, les peuples chassés de leurs terres ont été rassemblés dans des réserves indigènes, terres marginalisées aux conditions de vie difficiles. Les avocats des victimes avancent qu'en droit international, le Royaume-Uni était responsable des atrocités commises à l'encontre des Kipsigis et des Talaï. Ils veulent des excuses officielles et un dédommagement pour la saisie de leurs biens, une terre qui a été prise de force.
Je suis tellement en colère parce qu'on était très riches. Je veux que les Britanniques s'excusent pour qu'on puisse être amis et se prendre enfin dans les bras. Des avocats britanniques et kenyans se rendront à Kericho cette semaine. Ils représentent plus de 100 000 victimes qui ont officiellement porté plainte contre le Royaume-Uni aux Nations Unies. Récemment, la Grande-Bretagne a été confrontée à une série de demandes d'indemnisation émanant d'anciennes colonies, notamment du Kenya. En 2013, le pays a formulé des excuses officielles et versé des dédommagements financiers aux victimes de la répression du soulèvement des Mau Mau au Kenya dans les années 50. Kinshasa a confirmé hier ville hôte des 9e Jeux de la francophonie en 2021. C'était à Monaco en France, en marge de la 36e conférence ministérielle de l'institution. Après de nombreuses tergiversations suite au désistement du Canada Nouveau-Brunswick, initialement désigné organisateur des Jeux de 2021, l'OIF attribue l'événement à la RD Congo après un nouvel appel à la candidature en début d'année. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Merci beaucoup, 6h36, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance, de vous réveiller avec nous. Union, discipline, réveil, c'est la devise de ces matinales. Allez, histoire du petit-déj, c'est maintenant. On va découvrir ensemble un magnifique petit-déj juste avant d'aller discuter avec l'invité. Ça tombe bien, c'est un nutritionniste. Dr Envo nous parlera un peu de l'huile et de la nutrition. Très, très important. On a peur de l'huile. On se dit que l'huile, c'est pas bon pour la santé. Il ne faut pas en consommer. Alors que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'huile est bonne pour la santé. L'huile est bonne, pardon, pour la santé. L'huile est très bonne pour la santé dans certaines proportions. Ce sera dans quelques instants, mais avant, ceci. Alors, chaque matin, comme ça, vous le savez, hein, on a les projecteurs sur un petit déjeuner. On a déjà parlé du plat Kali, du Kejeno, du Dokunu. Aujourd'hui, nous parlons d'un petit déjeuner typique Côte d'Ivoire. Ça, c'est fait chez nous, c'est Made in Côte d'Ivoire. Ici à Babi, orange, blanc, vert. C'est le garba. Regardez, garba, oui. Oui, le garba. Le mot atieke est une déformation du mot adjeke de la langue hébriée, la langue chamam parlée dans le sud de la Côte d'Ivoire. L'atieke est un mets traditionnel préparé à partir du manioc, épluché, broyé, mélangé à une petite quantité de manioc auparavant fermenté, séché, cuit à vapeur. On a différents types d'atieke, aboudjama, petits grains, plus connus. Les grands amoureux de l'atieke, c'est le garba, adulé en Côte d'Ivoire. Fait du poisson thon, le cube d'assaisonnement, le piment frais, l'oignon, la tomate. Ouh là 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 là, mesdames et messieurs. C'est un véritable voyage pour le palais avec une grosse bouteille de jus à côté ou bien, enfin, ça dépend de chacun. C'est ça, le garba, un moment de rassemblement. Tout Ivoirien, toute personne qui est passée par la Côte d'Ivoire à son endroit de garba, quoi. Il y a des amours qui sont nés au Garbadrome, il y a des amitiés qui se sont tissées au Garbadrome. Voilà. Désolé hein, pour ce poème matinal du garba, parce que moi-même qui vous parle, je suis un grand paumeur de la famille des paumeurs, garbatiquement parlant, et on vous souhaite un très bon appétit. Mais attention, attention, le garba, vous devez faire très attention par rapport à l'hygiène. C'est tout l'intérêt de la présence de notre maître assistant à l'université Nangui Abrogwa. Il est chercheur, il est avec nous. Dr Envo, bonjour. Bonjour. Alors tout de suite, là, le garba, vous avez dit que c'est bon, mais on peut mieux faire. On peut l'améliorer. Comment? Alors on peut l'améliorer sur le plan, microbiologique. Sur le plan microbiologique, le rendre plus glamour, quoi. Voilà, le rendre moins toxique au plan microbiologique. C'est-à-dire? Alors je demande par exemple aux amateurs de garba, nous en mangeons, au moins exiger au moins que le serveur puisse mettre la main dans un sachet avant de vous servir. Oui, dans un gant. Dans un gant, oui, dans un sachet bien propre pour vous servir. Mais docteur, c'est ça qui fait... Bon, je sais pas... Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes... Tous les garbas qui sont bien, qui respectent la propriété, ça ne marche pas. C'est ça là seulement qu'il faut enlever. Mais les ce côté-là je ne sais pas pourquoi... Il faut changer la méthode Parce que moi, nous sommes 5 Abidjanais, Ivoiriens en général. Nous allons dans un garbadrome où c'est trop propre, on trouve ça suspect. Je ne sais pas comment on en est... C'est juste le petit côté seulement. Vous voyez, ces personnes qui nous servent là manipulent beaucoup de choses, notamment les portables qui ont été révélés très très sales. Voilà. On manipule les portables partout, à tout moment on manipule les portables. Les portables sont des nids de beaucoup de bactéries, hein, contrairement à ça. Effectivement. Donc c'est juste le petit côté, mettre ta main dans un gant ou bien dans un sachet, on essaie,
ça va. Sinon, le GABA, techniquement, c'est bon pour la santé. Ça peut aller, oui. C'est bon, le thon, les vertus du thon, c'est bon? Très bon. Ah, très bon. On n'a pas besoin de cubes d'assaisonnement, parce qu'il y a assez de sel déjà dans le thon. Déjà, le thon est très salé, donc vous êtes plus à Boudjama ou bien à Tchéké petit grain? À Tchéké petit grain. À Tchéké petit grain, vous aimez ça, quoi? C'est bon, c'est intéressant. C'est... Mais avant de le manger, je l'améliore, hein, j'améliore. J'ajoute l'huile, je chauffe avant de manger la tchéké. Ah bon? Je ne mange pas la tchéké sec, non. Parce que si vous mangez la tchéké sec, la digestion sera lente. Ah, d'accord. Et alors, ça entraîne tout ce que nous avons comme trouble digestif. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont constipés, ils ont des problèmes de digestion, l'hémorroïde, parce qu'ils mangent la tchéké sec. Moi, je connais une personne qui va aux toilettes une seule fois par mois. Pas bon, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux. Oui, voilà. C'est impressionnant, hein, c'est impressionnant, un truc de ouf, comme on dit. On parle de constipation lorsqu'on ne fait pas les selles 3 fois par semaine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des troubles gastriques. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas la tchéké sec. Il faut apporter l'huile à la tchéké avant de manger. Salutations à toutes les mamans, toutes les femmes du village de Blocos. Il y en a des meilleurs tchéké du monde mondial là-bas. Je sais de quoi je parle. Alors, cela ne va pas nous éloigner de notre sujet. Huile et nutrition aujourd'hui, docteur. L'huile, on a peur de l'huile. Et pourtant, l'huile peut nous faire du bien. Okay. Effectivement, l'huile n'est pas mauvaise. Et moi, souvent, je dis souvent à mes amis, je dis aussi à certains médecins, je dis, je ne connais pas de maladie apportée par l'huile. Je le dis, je ne connais pas de maladie apportée par l'huile. Mais je connais des maladies qui surviennent pour ceux qui ne mangent pas de l'huile. Voilà. Pour ceux qui ne mangent pas de l'huile. Parce qu'on a tellement peur de l'huile, on évite et finalement... L'huile ne rend pas malade. Alors? L'huile ne rend pas malade. Alors, pour dire que l'huile est très importante au niveau de l'alimentation humaine. Lorsqu'on fait la composition de l'alimentation, alors nous disons que l'huile intervient à 33% au niveau de la composition d'un repas. 33%. Waouh. Donc enlever l'huile d'un repas, c'est très mauvais. L'huile intervient à 33% au niveau de l'alimentation humaine. Alors, l'huile est une véritable source d'énergie. Alors, il existe différents types d'huiles. Il y a les huiles d'origine animale et les huiles d'origine végétale. Les huiles d'origine végétale que nous avons sur le marché ne contiennent pas de cholestérol. L'huile que nous avons, nos huiles ne contiennent pas de cholestérol. Par contre, les huiles d'origine animale, telles que les suifs, le lard, etc., contiennent du cholestérol. Alors, comment choisir, comment bien choisir son huile? On a enlevé le cholestérol. Et après? Non, écoutez, on a enlevé le cholestérol, c'est-à-dire? Non, je veux dire, vous avez dit toutes les huiles n'ont pas aucune huile végétale ne contient du cholestérol. Quand on a réglé ce problème-là, quelle est l'huile qui nous permet d'avoir vraiment tout, quoi, comme valeur nutritionnelle, vitamines, tout ça? Est-ce que l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive? Il y a un débat sur l'huile. Alors, en science, en nutrition, nous disons que la qualité d'une huile tient compte du nombre d'insaturations. C'est-à-dire, pour nous qui ne sommes pas scientifiques. Voilà. C'est-à-dire que les huiles, leur qualité varie en fonction. Il y a ce qu'on appelle les insaturations, la capacité d'une huile à fixer, par exemple, un halogène. C'est-à-dire qu'il y a des huiles qui contiennent des doubles liaisons à l'intérieur. Et plus on parle d'une huile de qualité, plus il y en a beaucoup d'insaturations. C'est-à-dire que nous avons les huiles de palme jusqu'aux huiles de tournesol, bien les huiles d'olive. Lorsque on caractérise ces différentes huiles, nous voyons que les huiles aujourd'hui dont on vend les grandes qualités, la qualité d'une huile varie, comme je dis, en fonction du nombre d'insaturations. Donc les huiles de colza, les huiles de soja, etc., de tournesol ont plus d'insaturations. Bon, on va se mouiller. Quelle est l'huile la plus parfaite? Les huiles les plus parfaites, pour la plus parfaite, il y a les huiles... C'est-à-dire le nectar, c'est-à-dire ça, on sait que quand on a ça, c'est la totale, quoi. Alors, je souhaite, vous voyez comment je comprends. Je dis par exemple que pour faire la préparation à la maison d'un repas, par exemple de l'igname, on peut utiliser l'huile de palme normale. L'huile de palme que nous avons, c'est une bonne huile, on l'utilise. D'accord. Maintenant, si on veut faire notre crudité, nos salades de légumes, etc. Là, on peut utiliser maintenant les huiles de tournesol, les huiles de naine. Voilà, voici un peu comment non, mais je ne peux pas prendre mon huile de tournesol pour faire des ignames? Mon igname ou bien? Est-ce que ça, c'est pas... On peut l'utiliser, mais les travaux que j'ai faits montrent que les huiles de palme sont plus intéressantes pour une cuisson que les huiles... mais il y a un certain complexe dans nos pays par rapport à l'huile de palme. Mais pourtant, l'huile de palme est bonne, non? Moi, je mange l'huile de palme.
Je mange le pain, mais je mange même l'huile rouge. Oui, les gens ont peur de l'huile rouge. Il y a une peur bleue. J'ai failli dire une peur rouge de ce qui est derrière nous, l'huile rouge. Alors que c'est bon. La ticket huile rouge, par exemple, c'est bon pour la santé. Effectivement. C'est bon pour la santé. Mais on nous a fait croire depuis longtemps que non, ça c'est cholestérol, c'est compliqué. Alors, les travaux que j'ai fait montrent par exemple que ceux qui fuient l'huile ont toujours des problèmes de ventre. Ont toujours des problèmes de constipation, de colopathie, etc. Ils ont toujours des gènes gastriques. On utilise l'huile dans les repas. Même pour faire du foutou, on met l'huile dans l'eau de préparation de l'igname, de la banane de l'igname, avant de mettre au feu. D'accord. Mais on ne met pas l'huile dans la sauce, non. Ah. On ne met pas l'huile dans la sauce. La place de l'huile, ce n'est pas dans la sauce. La place de l'huile, c'est dans la partie du repas qui contient de l'amidon. Lorsque je prépare ma pomme de terre, je mets l'huile dans l'eau de préparation. On prépare le riz toujours avec de l'huile. Toujours. Toujours avec de l'huile. Quand on dit non, chez nous, les BT, le riz local se prépare sans huile. Le riz, c'est écrit où? Vous pouvez faire le riz sans huile, vous aurez toujours des problèmes de ventre. Toujours des problèmes de ventre. Des grâces dans le ventre. Donc, pour manger la ticket, on met l'huile sur la ticket, on chauffe, on laisse refroidir avant de manger la ticket. Quelle huile, par exemple, la ticket qui est très consommée en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire en particulier, quelle huile, par exemple, moi je veux manger la ticket, ce qu'on dit la ticket poisson des femmes, la ticket poisson, la ticket garba. Avec quelle huile, normalement, c'est l'idéal? Généralement, ce que je conseille, je dirais même à ces femmes-là les matins, de chauffer toute la quantité de la ticket avec de l'huile avant de commencer à vendre. Ah ouais? Oui, effectivement. Parce que si elles ont remarqué, lorsqu'elles mettent l'huile dans le piment, les clients ne mangent pratiquement pas l'huile dans le piment. Pratiquement pas. Donc c'est un gaspillage. Le matin, lorsqu'elles viennent vendre leur ticket, le pot d'atiqué, normalement, elles ajoutent l'huile sur toute la quantité de la ticket. Elles chauffent. D'abord, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que d'abord, la température va réduire le nombre de bactéries. Le premier avantage. Et le second avantage, c'est qu'avec l'huile, on va avoir une bonne digestibilité. Ah ouais? Effectivement. Moi, j'ai été dans un restaurant, un bon restaurant, bien joli. Alors, je suis arrivé, on m'a servi de la steak sec. J'ai mangé. J'ai appelé le restaurateur, il dit, moi, je suis spécialiste de l'alimentation. Si demain, je viens que vous me servez de la steak sec, ce n'est pas sûr que je vienne manger ici la troisième fois. Vous avez mis beaucoup d'efforts pour faire ce beau cadre. Prochainement, mettez l'huile dans la ticket, chauffez, laissez refroidir. Mais ne mettez pas l'huile dans le kédié, ne me mettez pas l'huile dans le piment. Non, ça ne sert à rien. Docteur, j'ai acheté mon attiqué. Oui. Je l'ai congelé. Oui. Je le ressors, je veux le réchauffer. OK. C'est avec... Comment je fais? On va l'émietter. On l'émiette, on ajoute l'huile, on va réchauffer, on laisse refroidir et nous allons manger avec une sauce claire ou bien avec le piment que nous avons fait. On ne mange pas la ticket sec. Tous ceux qui mangeront la ticket sec auront toujours des problèmes de ventre. Toujours des problèmes. Ce qu'on appelle plaie de ventre, tout ça. Non, des colopathies, des gaz dans le ventre, le ventre boudonne. On fait 2 jours, 3 jours sans faire les selles. Et il y a certaines personnes qui peuvent faire 3 jours, même 1 mois, ils font seulement 2 selles. C'est ces personnes-là qui développent souvent des cancers de côlon. Ah oui, à force de laisser les selles là dans le ventre pendant longtemps, alors le contact peut entraîner des cancers. Et c'est ça. Il y a certaines familles qui meurent souvent des cancers de rectum, des cancers de côlon. Mais en vérité, lorsqu'on fait les enquêtes, on se rend compte que c'est des gros constipés. Et quand on fouille pourquoi ils sont gros constipés, c'est parce qu'ils ne mangent pas l'huile. L'huile ne rend pas malade. Mais les Italiens ont compris ça. Ce sont des passionnés d'huile, notamment d'huile d'olive. En Italie, il n'y a pas de... L'huile, c'est pratiquement une deuxième religion en Italie. L'huile ne rend pas malade. Alors, beaucoup de personnes ont peur de l'huile. L'huile, c'est l'huile qui véhicule la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. C'est l'huile qui véhicule ces différentes vitamines. Et alors, nous avons dit tout à l'heure que les huiles contiennent du cholestérol. C'est les huiles animales qui contiennent du cholestérol. Sinon, les huiles de poisson sont même conseillées. Les huiles de poisson. L'étude est menée par les médecins d'une étude, une école médicale aux États-Unis, a montré par exemple qu'on pouvait utiliser les huiles de poisson dans le traitement des affections maniaco-dépressives. Effectivement. Donc l'huile a une place très importante. Donc c'est dommage ça calme, ça soulage. Effectivement. Et en Angleterre, on utilisait même l'huile pour le traitement de la schizophrénie. Et c'est dommage qu'en Côte d'Ivoire, on fume le poisson, on laisse tomber l'huile. Pourtant, c'est l'huile qui contient beaucoup d'acides gras polyinsaturés qui est très bien pour le cerveau. Donc vous n'êtes pas pour tout ce qui est piqué, poisson piqué, je préfère manger le poisson frais. Je préfère manger du bon poisson frais qui contient des bons acides gras polyinsaturés. Alors, beaucoup de personnes ont peur de l'huile parce qu'on pense que c'est l'huile que nous mangeons qui vient directement dans le sang. Non, j'aimerais éclaircir. Allez-y. Lorsque on fait un bilan de sang que nous avons dans le sang, alors nous avons du cholestérol, du bon cholestérol, le mauvais cholestérol, le cholestérol et les triglycérides. Ce sont
les triglycérides qu'on appelle la graisse, les huiles dans le sang. Mais ne pensez pas que c'est parce que vous avez mangé beaucoup d'huile que cette huile est venue directement dans le sang. Non, le corps de l'homme est trop complexe. Ceux qui ont beaucoup de graisse dans le sang, ils ont deux comportements que j'ai dû observer depuis mes 10 années de cardiologie. Alors, le premier comportement, le voici. Ces personnes, ils peuvent ne pas manger toute la journée. Et le soir, ils arrivent, ils mangent un gros repas. Un gros repas. Ceux-là auront de la graisse dans le sang. C'est-à-dire que le cholestérol, tout est normal, alors que lorsqu'on fait les triglycérides, ils ont beaucoup de graisse parce qu'ils ont laissé le foie vide toute la journée et le soir, ils mettent un gros repas. Le foie est obligé de prendre une partie du repas, de le garder sous forme d'énergie et traiter le reste. Ça, c'est le premier comportement qui donne de la graisse dans le sang. Le deuxième comportement, ce sont ce type de personnes qui mangent à tout moment. Le matin, il faut un gros repas. À midi, un gros repas. Ils grignotent tout le temps. À tout moment. J'en connais ici. Hein, et là, on dit un excès d'énergie que le corps garde sous forme de graisse. Voici les deux principales causes. Les deux principales causes qui peuvent entraîner la graisse dans le sang. Conseil, docteur, donc pour éviter les triglycérides, c'est simple, ne pas trop grignoter entre les repas. Et avoir un repas le matin, midi et puis le soir. Ou bien à la rigueur, midi et puis le soir. Mais ne pas laisser le ventre creux toute la journée et le soir faire un gros repas. Non, c'est pas À bon. moins qu'on soit en train de jeûner, par exemple. Là, c'est une... Ok, à moins Mais même pour le jeûne aussi, on doit prendre des dispositions. Non, à moins qu'on soit... Mais quand on jeûne, c'est juste un temps. Mais certaines personnes ont ce comportement pendant des années. C'est dû par rapport au travail. Par exemple, quelqu'un qui vient au travail à une certaine heure ne peut pas manger jusqu'au soir. C'est vrai aussi. Hein, non, il faut s'organiser pour avoir un repas. Il faut s'organiser. Parce que souvent, quand le mal est là, on se rappelle un peu de ce qu'on aurait dû faire. Quand on pèse un peu le mal et puis les arguments qu'on se faisait en son temps, on voit que vraiment ce n'est pas comparable. Et c'est souvent ça. Alors donc, l'huile est très importante au niveau de l'alimentation humaine. L'huile intervient à 33% au niveau de l'alimentation humaine. On utilise l'huile dans la partie où il y a l'amidon. L'huile empêche l'amidon de se rétrograder. Si vous ne mettez pas l'huile dans le riz, vous aurez toujours des inconforts digestifs. Et souvent, on demande au moment, demandez souvent aux enfants, à vos enfants à la maison, souvent, vous avez des enfants qui ne font pas popo tous les jours. On sort le matin, on va au travail, on ne prend pas le temps de demander à l'enfant, est-ce que l'enfant a la selle tous les jours? Non. Souvent, nous, les parents, du peur de notre peur de l'huile, nous constipons tout le monde à la maison. Nous, les parents qui avons peur de l'huile, nous constipons tout le monde à la maison. Pourtant, l'huile ne rend pas malade. Et je le dis, je ne connais pas de maladie apportée par l'huile. Au contraire, l'huile a des bienfaits. On donne, généralement, on dit, la viande est pour les enfants. Parce que la viande contient de la matière grasse et du cholestérol qui est très bon pour le développement cérébral de l'enfant ou de l'appareil digestif de l'enfant. Et le système nerveux de l'enfant. Donc, les enfants peuvent manger l'huile. Les enfants même peuvent manger le cholestérol, ça ne gêne rien. Et les grandes personnes doivent manger du poisson. Parce que le poisson contient, l'huile de poisson contient des acides gras polyinsaturés, très bien pour le cœur. Alors, on dit que quand vous faites souvent les bilans de santé, on a ce qu'on appelle le bon cholestérol, le HDL cholestérol. Sachez qu'avec l'huile de poisson, on peut faire baisser le HDL cholestérol. Et pour le foie, qu'est-ce qu'on peut... Quelle huile pour huile et foie, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est l'excès d'huile qui entraîne un peu un retard de digestion qui réduit, qui met le foie en difficulté au niveau de l'addition d'éléments. Plus un aliment est riche en huile, plus la digestion est lente. Alors souvent, comment optimiser, faire en sorte qu'on puisse optimiser la relation foie-huile pour que son foie puisse, malgré l'huile qu'on utilise, en bon état? Alors, on fera des recherches plus tard. On a toujours besoin des moyens pour faire les recherches. Mais aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, il est intéressant qu'on puisse manger au moins une cuillerée d'huile par jour. Au moins une cuillerée d'huile par jour? Non. Au moins c'est une cuillerée d'huile par jour. Alors, lorsqu'on fait les calculs avec les étudiants, une cuillerée d'huile par jour, c'est possible. Quelle cuillère? Pour une personne. Une cuillerée à café, une cuillerée à soupe, oui, effectivement. Soupe, donc, lorsque nous sommes à la maison, que nous sommes 5, nous sommes 5, on fait une bonne sauce. Vous voyez qu'on peut utiliser deux cuillerées d'huile dans le repas de midi et 2 cuillerées d'huile dans le repas de soir. Ne fuyons pas l'huile. L'huile ne rend pas malade. Mais si vous ne mangez pas l'huile, vous allez constiper tout le monde à la maison. Souvent, on se dit non. Alors moi, comme j'ai des problèmes digestifs, donc moi, je mange beaucoup de fruits pour compenser et pour guérir de mes affections digestives. Non. Il y a un jargon qui dit chez nous en Côte d'Ivoire ici, on ne prend pas crédit pour payer crédit. Non, on ne prend pas crédit pour payer crédit. C'est-à-dire que vous avez un problème de ventre, cherchez à le guérir. Au contraire, vous mangez beaucoup de fruits pour guérir vos problèmes de ventre. Au contraire, beaucoup de fruits, c'est beaucoup de sucre.
Là, vous passez maintenant au niveau d'une maladie digestive maintenant à ce qu'on va appeler le diabète. Lorsqu'un problème digestif se pose, cherchez à savoir de quoi il s'agit. Cherchez à savoir de quoi il s'agit. Et c'est en cela que souvent on dit, venez à consultation diététique pour ensemble échanger de quoi il s'agit. Parce que pendant des années, on a pris des médicaments, des traitements. Mais si vous faites entorse à l'alimentation, si vous fuyez l'huile, alors vous aurez des maladies liées à votre manque d'huile dans votre alimentation. Finalement, il faut manger avec sérénité, quoi. Normalement. Mais en respectant certaines normes, matin, midi, soir. Et puis le soir, Et normalement. ne pas trop grignoter, parce que c'est en grignotant là, que des soucis peuvent survenir. Et surtout, c'est en mangeant beaucoup de repas le soir que généralement on tombe beaucoup malade. Ceux qui mangent beaucoup le soir vieillissent mal, avec beaucoup de maladies. Ok. Voilà. C'est très bien. Alors, et si on parlait pour terminer de l'huile d'olive, c'est depuis la nuit des temps, l'huile d'olive, ça nous fait revenir à beaucoup de choses. Pourquoi cette huile est tant prisée? Quelle est sa particularité? Alors, on parle d'huile d'olive extraite à froid. Bon, il y a plusieurs connotations, publicité, je ne sais pas si c'est extra vierge, extraite à froid, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut parler un peu de la pureté, que voilà, il n'y a pas eu de mélange. Lorsque je disais tout à l'heure que la qualité d'une huile, elle tient à son taux d'acide gras polyinsaturé. Il y a ce qu'on appelle, il y a une petite analyse qu'on fait, qu'on appelle l'indice d'iode, qui permet de vérifier un peu la qualité d'une huile. Il se trouve que lorsqu'on fait l'indice d'iode de l'huile, on a une valeur plus importante que celui de l'huile de palme. C'est-à-dire que l'huile d'olive contient plus d'insaturation, protège plus le cœur que l'huile de palme. Mais ça ne veut pas dire que l'huile de palme est mauvaise. Donc, voilà. Vous-même, quelle huile vous utilisez? À la maison? Oui. Pour préparer le riz, l'igname, le foutou, on met l'huile de palme. Maintenant, lorsque, par exemple, je fais ma salade, je peux prendre l'huile de tournesol. Ah, d'accord. Alors, un régime pour une journée? Pour terminer, un régime pour une journée? Un régime pour une journée. Le matin, alors, il faut manger quelque chose, un bout de pain. D'accord. Le garçon prendra... Quel genre de pain? Je prends le pain normal. Pain normal? Je prends le pain normal avec soit de l'avocat, je le prends. Et à midi, entre midi et 15 h, je m'arrange à manger. Mange bien. Je mange un bon repas. Et généralement, j'aime les repas où il y a une sauce. Un bon repas. Je mange tout pour essayer. Avec un verre de vin? Un verre de vin, c'est possible. Alors, je mange souvent la sauce pistache. La sauce graine, je mange. Les jeudis, je mange la sauce pistache normalement. Et le soir, comme j'ai une technique, je mange la sauce pistache, comme ça je digère lentement et le soir, je n'ai pas faim. Parce qu'en vérité, je n'ai pas envie de manger le soir. Et le soir, vous mangez quoi, même si vous n'avez pas envie de manger le soir? Souvent, je ne mange rien. Souvent, je prends juste un peu d'avocat que je mange avec un petit bout de pain. Ceux qui mangent beaucoup le soir vieillissent mal. Ceux qui mangent beaucoup le soir vieillissent mal. Le message est passé. Merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir de vous avoir. La semaine prochaine, on va parler d'un thème tout aussi intéressant avec vous. Il sera 7 h dans quelques secondes seulement du côté d'Anyama et aussi à Bobo Sagboui. On salue ces personnes qui nous regardent. Koulibaly Marie à Anyama, ancien gendarmerie de la part de Siriki, Anderson Kobenan et puis Tiemoko Make. Lui, c'est un téléspectateur fidèle de Matin Bonheur. Il a tous les enregistrements de la matinale, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle formule avec votre serviteur. Et puis à ce téléspectateur qui a donné le nom Marco à son fils en l'honneur de votre téléspectateur. C'est touchant, Monsieur Théan, d'avoir donné ce nom à votre enfant. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur qui se poursuit avec Régis Kofi. On y va. Sous le parrainage de M. Amadou Koulibaly, président du directoire du RHDP, sous la présidence effective de M. Kobenan Kwasi Adjumani, porte-parole principal du RHDP. Le RHDP France, en collaboration avec la direction exécutive adjointe en charge des militants de l'extérieur, organise sa rentrée politique le samedi 2 novembre 2019 sous le thème « La diaspora pour le RHDP, l'espérance d'un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire » au 128 rue de Paris 93 100 au Palais des Congrès de Montreuil à partir de 11 h. L'URHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Merci de nous rejoindre dans ce dernier point de l'actualité. En France, 2 jours après l'attaque de la mosquée de Bayonne, le tireur présumé Claude Sinki a été mis en examen et placé en détention provisoire.
C'est ce qu'a annoncé hier le parquet de Bayonne dans un communiqué. Il avait gravement blessé par balle 2 personnes après avoir tenté d'incendier la porte du lieu de culte. Le gouvernement chilien, aux prises avec une contestation qui ne faiblit pas, une contestation sociale, a annoncé mercredi avoir renoncé à organiser 2 sommets internationaux, dont la COP25, la conférence de l'ONU sur le climat prévue en décembre, un coup dur pour l'image internationale du pays. Et retour en France, la porte-parole du gouvernement réaffirme que le cadre juridique des parents accompagnant les sorties scolaires n'a pas vocation à être modifié après l'adoption d'une proposition de loi au Sénat visant à interdire le port de voile pour ses encadrants. Suivez. Est très clair. Nous considérons que le cadre juridique actuel, celui de la loi de 1905 en particulier et de la loi de 2004, permet de déterminer exactement dans quelles conditions des signes ostensibles religieux peuvent être portés dans l'espace public, ce qui est la neutralité du service public et ce qui est le cas particulier de l'école et des élèves mineurs qui fréquentent l'école. Donc, nous considérons que ce cadre juridique n'a pas vocation à être modifié. Un mécanicien de Gaza redonne vie aux voitures de collection. Mounir Al-Shindi, qui a rénové des voitures pendant 12 ans aux Émirats Arabes Unis, maîtrise avec brio l'improvisation dans son atelier de l'enclave palestinienne. On reste dans l'univers de l'automobile. Le diesel est décrié pour ses rejets polluants, l'essence taxée pour ses émissions de CO2, l'électricité trop chère. De nombreux automobilistes ne savent plus quelle voiture acheter au point de retarder leur décision, voire de renoncer. Une tendance qui inquiète forcément la filière. Reportage. Essence ou bien diesel, le choix est devenu très technique et les Français s'avouent un peu perdus lorsqu'ils poussent la porte d'une concession automobile. C'est un casse-tête pour ça, parce qu'on dit il faut quand même rouler, pas trop cher non plus. Mais après, avec tout ce qu'on entend autour de nous et l'environnement, on peut s'imaginer beaucoup de choses et repartir sur une essence. Il y a des interlocuteurs qui nous disent, des spécialistes, que le diesel est toujours très propre par rapport à l'essence. En fait, les deux polluent, mais pas de la même façon. Plus de CO2, responsable de l'effet de serre pour les moteurs essence, plus d'oxyde d'azote et de particules fines pour les diesels. Au 1er janvier, une nouvelle grille de bonus-malus écologiques encore plus complexe va s'appliquer, ce qui oblige les concessionnaires à toujours plus de pédagogie. Le client, on va dire qu'il veut toujours acheter une voiture, il sait ce qu'il veut comme gabarit de voiture ou segment de voiture. Par contre, là où il est en difficulté, c'est en termes de motorisation ou de nouvelles technologies. Parce qu'avant, il y avait de l'essence ou du diesel. Maintenant, on passe sur de l'hybride, de l'électrique, du plugging avec de l'hybride rechargeable. Autant de nouveaux produits qui peinent toutefois à trouver leur place sur le marché français. Au moment de se pencher réellement sur l'achat d'un véhicule électrique, les freins l'emportent, c'est-à-dire l'autonomie trop limitée, l'absence de bornes de recharge et le prix de la voiture électrique qui est encore jugé trop élevé, ce qui fait qu'aujourd'hui, les ventes de voitures électriques représentent seulement 2% des ventes. Le bonus en cas d'achat d'un véhicule 100% électrique va augmenter en 2020. Mais in fine, la complexité des réglementations émises pour protéger l'environnement est jugée contre-productive par certains experts. De nombreux Français préfèrent souvent ainsi garder leur vieux véhicule plus polluant plutôt que d'en acheter un neuf. Samuel Eto'o, l'ancien footballeur camerounais, passé notamment par le FC Barcelone, Chelsea et l'Inter Milan, revient sur sa carrière et ce qui lui a permis d'arriver à ce niveau. Il s'exprime également sur ses projets futurs et ne se voit pas pour le moment se lancer dans la politique, à l'instar de Georges Weah. Regardez. Pour devenir le meilleur, il faut avoir ce caractère-là. C'est ça qui nous rend différents des autres. Et je n'ai pas besoin de me cacher, je suis la personne que je suis et c'est pourquoi je suis différent des autres joueurs. Et c'est pourquoi j'ai réussi dans tous mes clubs. Je sais que mon prochain défi, ça serait de gagner comme entraîneur comme je l'ai fait en tant que joueur. Mais j'aimerais le faire dans ce continent, en Europe. On conclut avec du rugby. L'équipe sud-africaine s'entraîne à Urayasu au Japon avant la finale de la Coupe du Monde samedi face à l'Angleterre. Les Sud-Africains espèrent décrocher un 3e titre mondial pour offrir joie et espoir à leur peuple
qui, de l'avis du sélectionneur mondial, national, a besoin de bonnes nouvelles. C'est le sélectionneur national qui le dit. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on souhaite bonne chance à nos Sud-Africains pour la finale de la Coupe du Monde. Ce sera contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre samedi. Samedi. Pronostic, on gagne ou on gagne? On gagne. On gagne. Forcément. Salut tous les Sud-Africains, tous ceux qui nous regardent et surtout on espère que l'Afrique va gagner à travers donc l'équipe nationale sud-africaine qui a fait un bon parcours pour cette Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde de football U17 aussi. Hein. Les Africains se comportent bien. Il y a le Nigeria qui a battu l'Équateur 3-2. C'était un très beau match. Merci d'être ici à Matin Bonheur, le rendez-vous de l'information, de toutes les pépites, tout ce qu'il faut savoir quand on se réveille le matin. Et c'est très important. Et puis nous allons parler aujourd'hui de... Vous savez, nous sommes toujours dans Octobre Rose, c'est le dernier jour d'octobre aujourd'hui. On a voulu au niveau de la rédaction de Matin Bonheur achever ce mois en parlant bien sûr de ces cancers-là dont souffrent beaucoup de femmes dans notre pays. Tenez, à titre d'exemple, sur 100 000 femmes par an, il y a 30 qui ont le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Sur 100 000 femmes, il y a 30 par an, 100 000 femmes. Et concernant le cancer du col, il y a 28 nouveaux cas chaque année. Ça doit faire peur, docteur? Professeur, bonjour. Bonjour. Peur, ça veut dire que nous avons à prendre des mesures, surtout pour le dépistage, pour découvrir donc ces cancers le plus tôt possible et puis mettre en place donc des traitements donc, qui permettent donc de sauver ces femmes. Alors, professeur Oro Apollinaire, vous êtes une personnalité dans le monde ivoirien ici, au niveau du cancer et des informations. Beaucoup de personnes vraiment vous consultent, vous êtes à la base de nombreuses études. Alors, est-ce qu'on peut se faire un petit point par rapport à la situation? On va commencer par le cancer du sein. Donc, en fait, le cancer du sein... Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? La situation, c'est que le cancer du sein est devenu le premier cancer féminin en Côte d'Ivoire, avec des chiffres élevés. Et le cancer du col est le deuxième cancer de la femme. Donc, concernant le cancer du sein, disons que de plus en plus, on en rencontre. Et malheureusement, les études sont en train de montrer qu'on n'a pas évolué dans les stades de dépistage. On découvre toujours ce cancer-là de façon tardive, dans 70% des cas. Ce qui fait que les thérapeutiques que nous mettons en place ne permettent pas en général d'avoir donc de très bons résultats. On va revenir tout à l'heure, cette fois ce sera pour le cancer du col de l'utérus parce que c'est de ces deux cas-là dont nous allons parler ce matin. On se retrouve juste après ceci, mesdames et messieurs. Nos reporters viennent d'arriver par rapport à notre micro-rue. On va aller maintenant savoir ce que pensent les Ivoiriens et les Ivoiriennes de ces maladies-là. Un gynécologue, c'est celui qui s'occupe de la femme. Bon, disons de la santé de la femme, l'appareil génital de la femme. Un gynécologue, c'est un médecin habilité à s'occuper de l'appareil génital de la femme. Les anomalies de l'appareil génital de la femme, je pense qu'il y a le cancer du col de l'utérus. C'est ce qui pousse certaines femmes à se rendre chez un gynécologue pour avoir leur statut. À ma connaissance, un gynécologue, c'est celui qui s'occupe d'une femme qui est en grossesse. Et quand elle a les petits bobos, elle s'en va se rendre chez le gynécologue pour voir ce qui ne va pas. Un gynécologue, c'est un spécialiste dans le domaine médical qui intervient sur le côté génital, surtout de la femme. Le cancer aussi du col de l'utérus, ça concerne les femmes également. C'est en quelque sorte une tumeur ou bien une plaie dans l'utérus de la femme. Un gynécologue, c'est un médecin qui s'occupe de l'appareil génital des femmes. Un gynécologue, c'est un médecin qui s'occupe de la femme. Le gynécologue, c'est celui qui s'occupe en général des femmes, femmes enceintes en général, et tout ce qui est femme, côté femme. Je veux dire, tout ce qui est intime, gynécologique. Voilà. Alors, on a voulu vraiment poser la question comme ça de façon simple pour ne pas rentrer dans les histoires de cancer, tout ça, complications, pour voir un peu la fréquence de consultation. Parce que tout part de là, au fait. Effectivement. Il faut une intimité, le mot est bien choisi, il faut une intimité fréquente et quotidienne avec son gynécologue, parce que tout part de là. Oui, effectivement, tout part de là. Déjà, pour le cancer du sein, la femme doit participer elle-même par l'auto-examen des seins. Et tous les ans,
il faut une visite systématique chez le gynécologue. En fait, souvent, je dis aux patientes qu'on n'a pas, à l'hôpital, on n'a pas besoin de voir que des malades. On a besoin de voir aussi des personnes bien portantes pour éviter de tomber malade. Donc, on conseille donc aux femmes de se rendre au moins une fois l'an chez le gynécologue afin donc de dépister donc les maladies les plus fréquentes. Alors, professeur, si on parlait un peu du cancer du col de l'utérus. Wow. Voici un cancer qui est assez fréquent. Oui, dans nos contrées ouest africaines. Oui, le cancer du col est fréquent dans tous les pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, c'était le premier cancer, mais là, il est devenu le deuxième cancer, donc il a été dépassé par le cancer du sein. Et c'est un cancer qui est fréquent, comme je disais, on le découvre tardivement également, donc dans près de 70 à 80% des cas, à des stades très avancés. Donc, ce qui fait que dans la prise en charge, on sera obligé de mettre en place donc, des traitements qui sont souvent lourds, qui vont obliger donc à enlever tout l'appareil génital de la femme pour pouvoir donc la sauver. Or, vu tôt, au stade donc de lésion précancéreuse, c'est un cancer qui se guérit à 100% avec un traitement chirurgical très simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à une jeune fille qui vient de commencer à avoir ses règles, qui doit commencer à voir un gynécologue? Quelles sont les habitudes à avoir, les attitudes à, vraiment pour Par rapport au éviter cancer, on a la chance pour le cancer du col, il existe un vaccin. Donc le vaccin est conseillé à partir de 9-10 ans. On doit faire donc le vaccin avec 2 injections, donc la jeune fille est protégée. Et ensuite, lorsqu'elle va commencer à avoir donc, des rapports sexuels, donc on va dire, on conseille donc de commencer le dépistage après 25 ans. Elle doit se rendre donc chez le gynécologue tous les ans pour faire le dépistage, sinon tous les 2 ans. Tous les ans, est-ce que c'est toujours suffisant tous les ans? Ça doit pas être au moins une fois par mois? Non, en général c'est suffisant. Non, c'est suffisant parce que la lésion du cancer du col évolue très très lentement. Disons que lorsque la femme va contacter donc les premiers, rentrer en contact avec le papillomavirus, je rappelle que le cancer du col est dû à un virus qu'on appelle donc papillomavirus humain. Et ce papillomavirus va vivre donc à l'état latent ou est éliminé par la femme. On a la chance, dans 80% des cas, ce virus est éliminé par la femme. Alors, nous avons des images que notre réalisatrice nous propose là. Par exemple, il s'agit de... On voit un stade 2 cervical, enfin... Bon, c'est un cancer. Donc, là, à gauche, sur l'image de gauche, on a les cancers qui sont vraiment au début, parce que c'est un cancer donc, qui est au stade 1. À ce stade-là encore, on peut faire donc des traitements intéressants, donc rapides. Et puis sur l'image de droite, on a un cancer donc au stade B2, c'est un cancer qui a pris carrément tout le col. Voilà. Et là, il n'y a plus rien à faire? Si, on peut faire un traitement chirurgical. Les cancers que nous recevons, la plupart du temps, sont au stade 3 et 4. Donc vous voyez que vraiment le col est complètement dépassé. Le cancer s'est étendu même au-delà de l'utérus, donc a touché d'autres organes, tels que la vessie, parfois le rectum. Et là, le traitement est souvent délicat. Justement, en parlant du traitement, est-ce qu'il est accessible dans nos pays? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce que l'Ivoirienne lambda peut avoir accès au traitement? Ou bien c'est réservé à une certaine élite, comme c'est souvent le cas dans nos pays, malheureusement? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on a la possibilité de faire tout le traitement en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la radiothérapie. C'était un élément important et dont la Côte d'Ivoire ne disposait pas. Au jour d'aujourd'hui, nous avons toutes les thérapeutiques, tous les traitements possibles. On a tout en Côte d'Ivoire, mais pourtant, les gens, quand ils vont se soigner, ils vont toujours en Europe. Si on a tout ici, pourquoi les gens ne restent pas ici pour... Bon, ça, c'est peut-être les gens ont l'habitude de partir, donc peut-être qu'ils n'ont pas l'information. On donne l'information qu'on a tout le traitement. Ils n'ont pas confiance en vous? Peut-être également. Mais parce qu'ils ne sont pas informés de ce que nous sommes capables de faire. Bon, ça, vous êtes capable de faire beaucoup de choses? Beaucoup de choses. Quoi, par exemple? On prend en charge donc, le cancer du col à tous ces stades. On prend en charge donc, le cancer du sein à tous ces stades. On peut même faire des reconstructions des seins après le traitement, l'ablation. Ça se fait en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Depuis combien d'années? Depuis les années 2008-2009. Quel a été le premier cas? Quel était le premier médecin, le premier chirurgien qui a fait ça? Le premier chirurgien, bon, j'en ai fait. Je pense qu'il y a des aînés qui en ont fait avant moi. J'en ai fait. Donc, ce qui fait que tous les patients n'ont pas toutes ces informations de ce que nous sommes, parce que nous avons tous fait des études à l'extérieur, nous avons fait des surspécialisations dans la prise en charge des cancers. Nous participons à tous les colloques internationaux
Et je vais en parler également parce que actuellement, au mois de novembre, là, bientôt, donc le mercredi... À partir de demain, c'est novembre, oui. C'est novembre, donc voilà, bientôt. Donc, le 6 novembre, à Yamoussoukro, il y a la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire qui organise un congrès international où nous allons voir toutes les sommités européennes et africaines qui vont se réunir là pendant 3 jours pour discuter également de la qualité des soins. Et il va y avoir un pan important sur la prise en charge des cancers du sein et du cancer du col. On va se réunir à Yamoussoukro avec tous les moyens et après, dans la réalité, il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien. Les femmes souffrent et viennent. Voilà. Il y a le centre national. À quoi ça sert de faire d'organiser des choses faramineuses et après, les gens vont à l'hôpital, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à voir. Alors que d'autres, quand ils sont malades, ils ont la possibilité d'aller à l'étranger. Alors que nos mamans qui sont dans les villages, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour nos mamans dans les villages, celles qui n'ont pas accès? En 2019, encore en Côte d'Ivoire, on transporte des femmes sur un vélo pour aller accoucher. Bon, quand on est à cette situation-là, vous allez aller à Yamoussoukro, c'est bien, mais et après? Est-ce que vous pouvez parler à ceux qui nous dirigent pour qu'on puisse mettre des moyens conséquents pour les femmes qui souffrent, mais qui n'ont pas l'habitude, la possibilité de venir à la télé? Je comprends, mais effectivement, chacun doit jouer sa part. Nous, en tant que spécialistes, en tant que médecins, nous devons nous mettre à jour, donc avoir donc, les nouvelles techniques, voir les meilleurs moyens de traiter nos parents. Aller vers les gens, aller vers le côté... On a trop fait de séminaires. La société de gynécologie de Côte d'Ivoire, au-delà de la formation de ses membres, organise aussi des consultations foraines. Donc chaque fois avant les congrès, on fait le dépistage et on va au contact de la population. Une fois par an? Une fois par an, mais au-delà de ça, nous avons des ONG dans lesquelles nous participons, pour lesquelles donc, nous faisons toujours la sensibilisation des parents. Non, au fait, je ne vous accuse pas, mais c'est un constat que je fais. Quand on vient sur le plateau ici, et quand on va au village, dans les campagnes, dans les contrées, nos mamans nous interpellent parce que elles font partie d'une frange importante de la population. Et ces femmes-là souffrent, elles n'ont pas accès, on ne les voit que pendant les campagnes électorales où on leur donne des t-shirts et des pagnes et des casquettes. La société civile n'a pas de voix ici. Vous savez très bien, en Côte d'Ivoire, la société civile, est-ce qu'elle est toujours civile? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Pendant ce temps, nos mamans, nos soeurs souffrent. Donc il faut vraiment prendre ça à bras le corps. Et que les médecins aussi souffrent parce qu'ils attendent les meilleurs moyens pour traiter les patients. Voilà. Donc nous sommes dans la même problématique et je pense que ce serait important qu'on se mette ensemble pour dire que nous avons été formés et nous sommes parfois désespérés de ne pas pouvoir utiliser toute la thérapeutique que nous avons apprise. Oui, il y a un plateau technique immense en Côte d'Ivoire. Les médecins sont très, et je peux le témoigner, les médecins sont magnifiques, sont très bien formés, mais il y a le moyen, il y a beaucoup qui sont obligés d'aller ailleurs, pour utiliser leur talent. Mais vous êtes resté professeur et on compte sur vous, surtout au niveau de la prévention. Qu'est-ce qui est fait justement au niveau de la prévention? Au niveau de la prévention, justement, nous sommes dans le mois d'Octobre Rose. Il y a des campagnes qui ont été organisées à travers la ville. Vous avez pu voir les panneaux pour permettre donc de sensibiliser la population par rapport au cancer du sein. 3 moyens essentiels. Premier moyen, c'est l'autopalpation. Donc la femme doit pouvoir palper ses seins elle-même tous les mois, de telle sorte que lorsqu'elle va découvrir donc, une masse ou une boule... Il y a une manière particulière de palper. Hein? Absolument, absolument. Je ne sais pas si on a le temps, je peux... Allez-y. Tant qu'il y a la santé, il s'agit de la santé en fait. Absolument. Donc, comment on palpe? On demande à la femme, d'abord, celles qui voient leurs règles, donc qui sont encore réglées, une fois après les règles, celles qui sont ménopausées, de choisir un jour dans le mois. D'accord. Donc, au sortir du bain, elles sont dévêtues, elles vont se mettre donc en face du miroir et regarder donc les seins de face, ensuite de profil, et voir s'il y a une modification de la peau ou si le sein est déformé. Elles vont regarder la forme du mamellon, ce qui va faire qu'elles vont s'habituer à la forme de leur sein. Ensuite, moi je conseille aux femmes de se coucher parce qu'elles peuvent le faire debout, mais souvent elles ne le font pas bien. Donc je conseille de se coucher, de mettre donc une main derrière la tête et avec la main opposée, écraser le sein, comme l'image est présentée, d'écraser le sein sur la poitrine, de telle sorte à faire des petits mouvements circulaires. Donc s'il y a une boule, elle va rouler sous les doigts comme une bille. Donc quand vous allez découvrir ça, vous allez vous rendre donc chez le gynécologue. Et en sachant que toutes les boules ne sont pas des cancers. Oui, parce qu'il y a des femmes qui paniquent rapidement. Chérie, j'ai une boule. Non, c'est le docteur seul qui est habilité à dire si c'est une boule ou de maladie.
c'est ça l'importance de la communication. Parce qu'on a vite fait de Oui, paniquer. c'est ça, Parfois, il y a des effectivement. gens qui ont des soucis au niveau de l'estomac et ils pensent que c'est le cœur. C'est ça. Ouais, et les cardiologues souffrent comme ça. Absolument. Donc, c'est très important. Le deuxième moyen, il faut que tous les ans, donc la femme vienne voir le gynécologue. Lui aussi, il va examiner les seins. D'accord. Et on demande à tous les agents de santé, quelle que soit leur spécialité, dès qu'ils reçoivent une femme, de pouvoir palper les seins, voir donc tous les ans, ce qui va permettre donc également de dépister. Et le troisième moyen, c'est la mammographie. Et la mammographie, elle est conseillée à partir de 40 ans pour les femmes qui ont un antécédent de cancer dans la famille et 45 ans pour celles qui n'ont pas d'antécédent de cancer dans la famille. Donc voilà les 3 moyens pour le dépistage du cancer du sein. Concernant le cancer du col de l'utérus, oui, du col, on a 2 moyens. Et il y a ce qu'on appelle l'inspection visuelle. C'est une méthode qui va permettre d'utiliser des solutions telles que l'acide acétique qu'on va mettre sur le col, qui va permettre donc de révéler les lésions au niveau du col. Le deuxième moyen, c'est le frottis cervical. Bon, le frottis cervical, comme le coût est élevé, donc on a mis l'inspection visuelle qui peut être faite, qui est faite par tous les agents de santé et donc qui permet donc de dépister le plus rapidement le cancer du col. Et puis enfin, la vaccination. Donc il faut insister sur la vaccination. Le prix, le coût de la vaccination. Le coût de la vaccination. Est-ce que c'est accessible à ma maman, ou bien à ma tante, ou bien à ma soeur qui est du côté d'Abengrou, de Bongouanou, de Dimoko? Parce que c'est pas vaccination pour Abidjan, hein, ou bien Yamsoumou. Absolument, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Absolument. Le conseil qu'on donne aussi, la question c'est que les femmes, quand on regarde, elles sont capables de payer un pagne wax. Voilà, qui coûte cher. Je ne pas faire de... ah bah excusez-moi. Donc elle peut payer un pagne avec un coût qui est élevé par rapport à aller faire un vaccin. Nous, on pense que le vaccin, c'est 2 injections et c'est un sacrifice qu'on peut faire pour sa fille pour la sauver du cancer. C'est à partir de quel âge? À partir de 9-10 ans. Attention, mesdames et messieurs, on vient d'avoir une très très mauvaise informations. Ça s'appelle le Breaking News dans Matin Bonheur. Donc, à l'aide saison des pluies, 3 enfants auraient trouvé la mort dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans l'effondrement d'une maison aux 2 plateaux derrière le fameux magasin, enfin, Sokosé. Au moins 2 enfants. Et puis, accident de la circulation sur l'ancienne route de Bassam, 2 véhicules de transport et un véhicule personnel impliqué. Nous prions de faire attention par rapport à cette petite saison de pluie. On l'évoquait à l'instant avec notre spécialiste. Je récapitule. 3 enfants trouvés morts dans la nuit d'hier à aujourd'hui, pour le moment, du côté de Sokosé, aux alentours de 2 plateaux. Et puis aussi un accident assez grave sur l'ancienne route de Bassam. Prudence sur les routes, mesdames et messieurs. La fin d'année approche. Il ne nous reste plus qu'une 60aine de jours pour voir 2020. Dieu nous garde. Alors, professeur, nous allons continuer au niveau de la communication. Est-ce que vous, la société, vous faites partie de la société de la Sogossi? Oui, la Sogossi, société de gynécologie de Côte d'Ivoire. Est-ce la communication est très importante dans nos écoles, chez nos parents planteurs, dans les plantations, parce que ce sont les femmes qui font aussi beaucoup de choses là-bas. Est-ce que vous axez votre communication là-dessus? La communication qu'on essaie de faire, c'est pour ça qu'on a institué au-delà, parce que la Sogossi est une société savante. Une société savante, donc elle est chargée donc, de réfléchir sur les différents moyens. Parce qu'au-delà, excusez-moi, au-delà de ces 2 cancers-là dont on parle aujourd'hui, il y a d'autres choses aussi. Hein. Absolument, il y a d'autres pathologies de la femme, desquelles la Sogossi s'occupe. Par exemple, on a les fibromes, on a la sensibilisation sur les consultations prénatales. Donc, il y a beaucoup. La Sogossi s'occupe de tout ça. Mais on a vu, du fait du déficit de communication, de l'information auprès de nos parents, qu'on a institué les journées foraines. Et ces journées, c'est des journées auxquelles on va au contact de la population, on donne des informations et on profite donc pour faire du dépistage. Donc voilà un peu l'apport de la Sogossi dans la communication. Alors à Yamoussoukro, vous allez parler de quoi? À Yamoussoukro, nous allons parler de la qualité des soins. La qualité des soins, c'est un élément pour tout important. Le monde. Pour tout le monde. Qualité des soins et accessibilité aussi. Parce que moi, non, franchement, si on doit passer à la télé, si on travaille à la télé et qu'on ne peut pas aider les populations, ce n'est pas la peine. Si on travaille à la télé pour aider par exemple seulement les gouvernants, je pense qu'on a raté notre vocation. Il faut aider les populations parce que les populations en ont tellement besoin. Les gens souffrent aujourd'hui, on le dit avec... Le fait d'être à Matin Bonheur ou bien dans une émission quotidienne, c'est qu'on est en contact avec les gens. Les gens veulent plus de proximité, surtout dans les soins. Ils se disent que bon, il y a les réunions, il y a les symposiums, mais on ne fait rien pour eux. Ou bien les machines viennent dans les hôpitaux pour l'inauguration. Quand il y a les autorités, après ça disparaît. Est-ce que c'est vrai tout ça?
Non, mais je ne peux pas me prononcer sur ces aspects parce que ce que je peux dire, nous, actuellement, nous sommes en train de mettre en place, même quand le gouvernement n'arrive pas à mettre tous les éléments, au sein de la SOGOSI, au sein des MAN, nous arrivons à mettre parce que, je vais vous dire par exemple, pour le dépistage du cancer du col, on a créé une ONG, RIP3C, qui regroupe tous les professionnels de la santé pour pouvoir. Nous avons installé plus de 25 sites de dépistage à Yopougon, autour du CHU de Yopougon, pour pouvoir faire le dépistage. Super. Donc voilà un peu les Vous faites votre part. Voilà, notre part. Bon, le reste, on attend qu'on puisse nous aider à aller plus loin. Merci, vous aider à aller plus loin. Et c'est tout un programme. Merci à vous, au professeur Oro Apollinaire. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve, mesdames et messieurs, demain, toujours avec le même plaisir. Mais attention, prudence, mesdames et messieurs. Prudence sur les routes. Faites très, très attention. Et puis, si vous habitez une zone qui est difficile, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, quittez cette zone pour éviter de mauvaises nouvelles en cette saison des pluies. Merci d'être resté en notre compagnie. Tout de suite, le point avec M. Thierry Angeval, le sémillant Thierry Angeval, qui vous donne rendez-vous au sens propre comme au sens figuré.